C'est parti pour 16 km jusqu'à Nájera. Et aujourd'hui, ça va monter et ça va descendre. Bon, c'est une étape courte et ça, c'est toujours bienvenu. Aujourd'hui, le temps est plus couvert. Ils ont même prévu un peu de pluie. Bon, on verra quand on arrivera. Sinon, l'albergue dans laquelle on a dormi était sympa. On a bien dormi et elle était loin d'être pleine. Je suis étonné du peu de monde qu'il y a sur le Camino en ce moment. Parce que les auberges où on est descendu étaient à moitié vides. Et quand je dis à moitié vide, quelquefois c'était même aux trois quarts vide. Nous quittons Navarrete le long de cette nationale 120 qui va nous suivre pendant un bon moment, ou que nous allons suivre pendant un bon moment. Cianus Cegetum. Cianus Cegetum ou bleuet des champs, dont la décoction était utilisée en tant que collyre, d'où le nom vernaculaire casse-lunette. C'est aussi une fleur qui se mange et en cosmétique, elle est utilisée comme démaquillant. Voilà, c'était la minute fleur de cette étape. C'est pas la terre à carottes de chez nous. Bon, il faut que je rattrape Clémentine qui est partie loin devant dans cette montée vers l'Alto de San Antón. Surtout, prenez toute la largeur de la route et demandez aux piétons de sauter dans les champs. Je râle, mais c'est franchement pénible. Ah, la fabrique de granulés de bois est là-bas. On va suivre l'autoroute A12 pendant quelques temps, juste à côté. Et heureusement qu'on n'est pas en période de grand départ en vacances et qu'il n'y a pas trop de camions. Sur ce tronçon, il y a vraiment deux mondes qui se côtoient. Le monde moderne, la vitesse, les gens pressés, et puis l'ancien monde où on marche à la vitesse du pas de l'homme. Des deux, quel est le meilleur? J'en sais rien du tout. Et en tout cas, je me garderai bien d'idéaliser l'ancien monde. Ce que je constate en revanche, au travers de l'étude de l'histoire des hommes et au travers de l'actualité, c'est que les mécanismes intellectuels des hommes, des humains, n'ont pas vraiment changé au cours des 2 derniers millénaires. Les luttes de pouvoir, la recherche de la richesse et tout ce qui va avec, tout ça, peu ou prou, ça se construit de la même manière, que ce soit dans l'Antiquité
au Moyen-Âge ou maintenant. Ce qui change, en fait, ce sont les justifications, quoiqu'encore, il y a de cela quelques siècles, on tuait au nom de Dieu, mais malheureusement, ça arrive encore. On tue, on massacre au nom de Dieu est grand, alors qu'on ne sait même pas quelle taille il fait. Voilà, c'était la minute réflexion en vrac de cette étape. Enfin, il y a quand même une chose qui s'est améliorée, c'est le pinard. Bossez bien les gars, pour qu'on puisse picoler. Et les oliviers sont en fleurs. Bon, on va se faire une petite pause, parce qu'on a bien avancé. Il est que 9h30, on est parti à 8h bien posé. Bien, après cette petite pause, mais pas second petit déjeuner, il est temps de repartir. Il doit nous rester 9 km à faire. Et on est quasiment arrivé au point culminant de cette étape. Point culminant qui doit être au niveau de ce petit col juste en face. Dès qu'on s'arrête de marcher, il fait pas chaud aujourd'hui. Petite explication sur la construction des voies romaines grâce à un dessin que j'ai fait moi-même. Ici, le substrat naturel. Ici, c'est une couche de régularisation. Là, ce sont des bordures avec des pierres taillées. Là, c'est une couche intermédiaire avec des galets de granulométrie variée, du gros vers le petit. Ici, c'est la couche de roulement. Là, c'est un fossé remblayé avec des gros cailloux. Ici, c'est un fossé végétalisé. Et éventuellement, il y a un talus. Et si ça n'a pas été trop dégradé, on pourra voir la structure in situ. Bon, alors voilà l'ancienne voie romaine que le chemin longe. Mais honnêtement, j'ai du mal à en voir les différentes composantes. Ah, là c'est mieux. C'est mieux, sauf que le béton n'est pas vraiment d'époque. Voilà, c'était la minute voirie de cette étape. Et en tout cas, nous avons atteint le point culminant de l'étape. Et maintenant, il faut que je retrouve Clémentine qui est partie devant. Et normalement, qui doit m'attendre dans le coin. Voilà, là-bas au fond, c'est Nájera, au pied de sa falaise rouge. Bon, on a entamé notre descente vers Nájera. Je ne sais plus combien de kilomètres il nous reste à faire, mais pas beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, la vidéo sera courte parce que je ne vous parlerai pas tellement des Templiers. En fait, j'ai pas vu passer l'étape. Bon, faut que je rattrape Clémentine, qui normalement devait m'attendre là-haut, mais emportée par l'élan. Elle a continué. Et du coup, le temps que je cherche les vestiges de la voie romaine, elle a pris vachement d'avance. Du coup, c'est pour ça que je marche d'un bon pas. Mais ça va, c'est en descente. En tout cas, ça réchauffe. Et
je viens encore de me faire frôler par un VTT qui allait à fond. Puis cette fois, ils étaient une dizaine. Bon, il doit nous rester 5 km. Alors on va aller voir une cabane typique de la Rioja qui s'appelle une guardaviñas. On voit que celle-là a été restaurée. Voilà, c'est ce genre de petite cabane ronde. Alors le lieu que nous traversons, cette portion du chemin, est le théâtre de la légende du combat entre Roland et le géant sarrasin Ferragut. Ferragut qui, selon la légende, mesurait 7 coudées de haut, ce qui fait à peu près 2,80 m, et avait la force de 4 hommes. Et Roland combattit Ferragut juste avant Nájera, et après 3 jours et 2 nuits de combat, le géant tomba sur Roland et l'immobilisa. Et Roland trouva le point faible de Ferragut, qui était son nombril. Et c'est ainsi que le chevalier Roland tua le sarrasin Ferragut. Et c'est ainsi aussi que Nájera fut reprise aux Sarrasins. Voilà, c'était la minute légendaire de cette étape. Bon, là aussi, les approches de Nájera sont en plein travaux. Bien avant de passer devant cette minoterie et avant d'arriver à la fin de l'étape, je vais résumer très rapidement et très résumé notre histoire des Templiers. Donc à la suite de la première croisade en 1139, l'ordre du Temple est fondé et le pape le reconnaît et lui accorde quelques privilèges, dont celui de porter les armes. L'ordre du Temple est donc un ordre militaire religieux. Les papes successifs lui accordent différents privilèges, dont celui d'enterrer leurs morts dans leur propre cimetière, de donner la confession et de recevoir des dons. Initialement, la mission de l'ordre du Temple, c'était de défendre les chrétiens qui affluaient en Orient. En Occident, c'était plutôt l'ordre des chevaliers hospitaliers qui s'occupait de cette tâche. Les Templiers, eux, ils envoyaient plutôt à l'hôpital. Pour entretenir la machine de guerre des Templiers, il fallait de l'argent. Et après une tournée de promotion plutôt réussie, les dons affluent pour l'ordre du Temple, qui se mettent à acquérir de plus en plus de propriétés. En Orient, ils construisent plutôt des forteresses, mais en Occident, il y a bien quelques forteresses, mais surtout des commanderies qui jouent le rôle à la fois de centre religieux, d'hôpital ou d'hospice, mais surtout de ferme de rapport, de mines, etc., etc. Plus tard, outre ces activités, les Templiers vont développer le premier système bancaire international, avec les premières transactions dématérialisées. Enfin, dématérialisées, il fallait quand même trimballer des papiers. C'est ainsi que d'ordre religieux militaire qui exploite des commanderies en Occident pour entretenir sa machine de guerre en Orient, les Templiers deviennent banquiers. Des banquiers qui protègent les trésors des particuliers, des marchands, des seigneurs, mais aussi de la royauté. Et des banquiers qui prêtent de l'argent. Prêts plus ou moins involontaires, voire l'épisode de la rançon de Saint-Louis.
Ajoutons une chose importante, c'est que les Templiers sont sous des ordres directs du pape, ce qui n'est pas sans générer quelques tensions au sein du clergé séculier. Peu à peu, l'ordre se corrompt, et avec la fin des États latins d'Orient, repris par les musulmans, les Templiers se replient à Chypre, comme d'ailleurs un certain nombre d'autres ordres religieux. Qui dit fin des États latins d'Orient, dit fin de la nécessité d'avoir un ordre militaire qui défend les pèlerins qui vont sur le tombeau du Christ. L'existence des Templiers est donc remise en cause, particulièrement en France, où le roi Philippe le Bel, d'une part, lorgne sur les richesses qu'ils ont accumulées, et d'autre part, voit d'un très mauvais œil des commanderies bénéficiant d'un statut d'extraterritorialité, dans la mesure où les Templiers sont soumis uniquement aux ordres du pape. Si l'on ajoute à cela le conflit opposant Philippe le Bel et la papauté, eh bien, toutes les pièces sont réunies pour que l'avenir des Templiers s'annonce plutôt sombre. Mais cet avenir, nous verrons ça demain. Voilà, nous entrons dans Nájera. Et pour aller à notre albergue Nido de Cigüeña, nid de cigogne, on doit traverser la ville. J'ai appris il y a peu que l'albergue où nous allons a été aménagé à l'origine pour accueillir des pèlerins russes. Manquerait plus qu'on y retrouve Poutine. Voilà, maintenant, est-ce que je vais me souvenir dans quelle rue exactement est l'albergue? Ça doit être celle d'en face. Et l'albergue est quasiment au pied de la falaise, pourvu qu'elle ne tombe pas dessus. Et la voilà. Voilà la fin de cette étape de 16 km qui se termine au pied de cette falaise. Demain, ce sera plus long, 21 km jusqu'à Santo Domingo de la Calzada. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures.